Donc peu importe le sport, je me prends assez vite au jeu, j'aime pas perdre. Ah, et puis, intéressant ça. Je pense que mon plus gros échec, on va dire, c'était la non-qualification aux Jeux Olympiques de Paris. Ça pique un peu quand même. Oui, on sent encore que c'est encore un petit peu douloureux. Comment ça se gère finalement Comment tu as géré ça? Alors déjà, j'ai pas regardé les Jeux Olympiques. Ok, ouais. Je me suis un peu dit Trop difficile. Ouais. Trop dur à regarder les jeux. Ouais, je comprends. Pas de cérémonie d'ouverture, pas d'autres sports jusqu'à qu'escrime soit passé. Mais je me suis quand même posé la question, est-ce que maintenant on continue ou est-ce qu'on s'arrête? Ouais. Et dans ta tête, t'es libre quand tu combats, notamment avec cette boule-là, est-ce que t'es libre? Aujourd'hui, je suis libre. Ouais. Mais ça, c'est important. Ça, c'est top. Ouais. Après, je sais que ça fait un peu mal des fois. Mais... Ouais. Mais tu sais que tu peux délivrer le 100% de tes capacités, de ton jeu qui s'appuie sur un jeu solide et physique. Exactement. Ouais. Claire, t'avais pas clairvoyance, tu voyais pas un petit peu ce qui se passait? passait? Non, là pas, ça s'est passé très vite. Ouais. Il restait peu de temps et je me suis fait un peu... Tout s'est passé trop vite. Ouais. Okay, j'ai pas réussi à casser le match à un moment donné où j'aurais dû. Et puis je me suis fait avoir. Nouvel épisode de Mental de champion. Aujourd'hui, on reçoit un athlète international qui fait partie de la crème de son sport, Luca Malcotti. Bonjour. Bonjour. Tu vas bien? Oui, ça va. Si tu devais te présenter en quelques mots, mais sans me parler ni de ton palmarès, ni d'escrime, comment tu ferais ça? Pas de mon palmarès, ni d'escrime. C'est pas évident. Qui es-tu? Qui je suis? Je suis Luca, j'ai 30 ans. Je dois pas parler d'escrime, donc c'est pas évident. Pas facile comme question. Ouais. Non, mais alors, j'aime bien le sport. Ça, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Ouais. Un peu me pousser, un peu dans mes limites, un peu un petit peu souffrir même. Donc, peu importe le sport, je me prends assez vite au jeu. J'aime pas perdre. Ah, et puis, intéressant ça. Ouais, c'est déjà pas mal. Et puis, quand je commence quelque chose, je vais jusqu'au bout. Je suis quelqu'un qui suis assez assidu. Assez rigoureux, assidu. Ouais. Et si on parle d'escrime, comment cette rencontre avec cette discipline, elle s'est faite? Alors c'est vraiment du hasard. J'avais 8 ans. Je n'avais pas forcément un sport qui me plaisait. Et puis je suis passé devant la salle d'escrimation. Avant, elle était au Sacré-Cœur. Ouais. Et puis je suis passé devant avec ma maman. Puis ma maman, elle a vu que je m'étais arrêté. Puis que je regardais un peu ces enfants qui faisaient de l'escrime tout en blanc. Puis elle m'a dit, tu veux pas aller demander si d'un coup tu peux pas essayer? Et puis on a été demandé, puis la semaine d'après, j'ai commencé, c'était parti. Tout de suite, tu as été entraîné, passionné par cette discipline? Très rapidement, ouais. Ouais. Il y a un petit besoin, il y a un petit, comment on va dire ça, le fait de jouer avec des épées, c'était un petit peu dans cet ordre-là, ou même pas du tout? Au début, c'était vraiment cadré sur... Tu as vu la discipline, tu l'as dit avant, hein, ces jeunes en blanc, c'était pas juste de jouer à l'épée, au chevalier, quoi, en quelque sorte. Il y avait vraiment déjà quelque chose. Oui, il y avait quelque chose. Après, j'étais un peu dans la génération où je voyais Zorro à la télé, donc je pense que ça m'a un petit peu aidé. Mais j'ai bien aimé le fait de combattre un peu contre quelqu'un tout en blanc. Je trouvais ça quelque chose un peu noble. Et puis, je pense que c'est ça qui m'a plu. Puis après, c'était parti, quoi. Après, on va dire, tu te mets dans le mode, tu rentres en club et puis après, les compétitions s'enchaînent. Enfin, ça commence gentiment après que les compétitions et tout s'enchaîne. Exactement, ouais. Et puis, je me rappelle, ma première compétition, c'était pas très bien passé, mais j'avais beaucoup aimé le fait de faire une compétition, en fait. Ouais. Ok. Ouais. Quand tu dis que ça s'était pas très bien passé, tu te souviens? Oui, j'ai encore pas forcément du résultat, mais dans le sens, il y avait quelque chose qui t'a marqué par rapport à ça. Ouais, c'était vraiment une année après mes débuts, je devais avoir 9 ans. Puis j'avais perdu contre un qui était vraiment fort, il était beaucoup plus grand que moi. Puis je trouvais injuste, et puis non, c'était pas facile. Ouais. Mais je me suis retrouvé face à un échec, en fait, et puis je me suis dit, mais je veux refaire des compétitions, je veux pouvoir le battre. Et puis quelques années après, je l'ai battu. Okay. On va y revenir sur les échecs un petit peu plus tard dans l'épisode. Si maintenant tu devais me présenter un petit peu ton palmarès, où tu en es aujourd'hui et qui es-tu aujourd'hui, mais sous l'angle de l'escrime? Oui, alors on va dire que je suis plutôt jeune, j'ai 30 ans. Donc, ça va. Oui. J'ai déjà quelques années derrière moi. Au niveau de mon palmarès, j'ai été champion du monde par équipe en 2018. J'ai aussi une médaille de bronze par équipe au Championnat du monde. Après, j'ai plusieurs victoires en Coupe du Monde. J'en ai 4, plusieurs podiums aussi. Donc, j'ai un beau palmarès jusqu'à maintenant. Je peux être fier de moi. Et puis, c'est un peu ça, ouais. On l'est, bravo. Félicitations pour ce palmarès. Tu as mentionné avant ton âge dans un sport comme l'escrime, ce qui compte déjà maintenant à partir de 30 ans.
Non, là, il est encore, je suis encore jeune. Ok. Ça peut, Dans la fleur de l'âge. Je suis à la fleur de l'âge, ouais. Ok. Ça peut encore durer quelques années, ouais. Ok, avec le bon mélange d'expérience et encore une forme physique qui te permet de faire ce que tu dois faire. Exactement, ouais. Ok. Il y a un âge un peu limite ou psychologique qui s'installe en escrime. Tout dépend un peu du style de jeu. Donc, ça peut aller jusqu'à 40 ans. 40 ans, c'est déjà pas mal, quoi. Ok. Ouais, donc tu as encore de belles années devant toi. Oui, mais j'ai un jeu quand même qui est très physique. Ok. On va revenir aussi un petit peu sur tes Probablement que je caractéristiques. m'arrêterai avant, quoi. Ok, très bien. Euh, c'est un sport de combat en fait, hein. Donc si on est dans mental de champion, c'est qu'on doit parler aussi de la dimension mentale. Comment ça s'installe rapidement cette dimension mentale dans un sport comme celui-ci? Tu arriverais à me dire un petit peu comment tu gères un petit peu avec les adversaires? Est-ce qu'il y a de l'ascendant qui est pris? Est-ce qu'il y a des éléments comme ça qui rentrent en ligne de compte? Est-ce que c'est auto-centré? Enfin, un petit peu comment tu vois l'aspect mental sur l'escrime? Moi, très simple, je vois, pour moi, c'est un sport dominant-dominé. Donc, Ok. il faut toujours essayer de Ouais. ne pas être trop dominé et puis d'être toujours dominant. Ça, c'est vraiment ce que je vois un peu de classique, Ouais. ce qu'on peut voir dans chaque match. On voit très bien qu'il y en a un qui domine. Après, des fois, ça bouge, hein, des fois, ça Ça se s'inverse. renverse. Et ça, c'est pour moi la chose la plus concrète qu'on peut voir en escrime. Ouais. Et après, voilà, l'aspect mental est très important dans un sport de combat, je trouve. Il y a, comme on prend des disciplines comme le judo par exemple, on est ici sur une opposition, est-ce qu'il y a aussi un petit peu toute cette philosophie et tout ce respect qui va tourner autour de la discipline? Oui, il y a quand même beaucoup de respect, ouais. Ok. Non, Et il y a une philosophie un peu qui s'installe ou des éléments comme ça? Une philosophie, t'as pas un exemple Oui, typiquement dans le judo, il y a toute une approche un petit peu philosophique qui va tourner autour de la discipline, et notamment aussi autour du respect. Est-ce que toi tu le sens aussi un petit peu dans l'escrime? Il y a un poids un peu de la tradition? Oui, ben, on en fait toujours un geste de salut, par exemple au début d'un combat, on se serre toujours la main après le Ouais. combat. On doit vraiment respecter aussi l'arbitre. Si on Ouais. compare à d'autres sports, nous, on doit vraiment, on peut pas hausser le ton ou comme ça, on reçoit directement des cartons. Ok, Donc non, il y a quand même une certaine sorte de respect, ouais. très bien. Pour les gens qui connaissent pas forcément très bien la discipline, est-ce que tu arrives en quelques mots à la décrire un petit peu les règles, comment ça se passe pour avoir aussi une idée pour les gens qui ne seraient Ouais. pas avertis sur le Ouais. sujet? C'est assez simple. En escrime, il y a 3 disciplines. Il y a l'épée, le sabre et le fleuret. Mhm. En Suisse, on s'est spécialisé que sur une arme, donc c'est l'épée. C'est malheureusement la plus dense, parce qu'il y a le plus de niveaux. C'est vraiment, voilà, c'est vraiment l'arme la plus vue, la plus regardée. Et puis, moi, je vais décrire que mon arme. C'est Mhm. très simple. Je peux toucher de la tête aux pieds. Oui. On peut toucher aussi en même temps. Il y a un quart de seconde entre les. Enfin, si moi je te touche et puis toi tu me touches, Oui, il y a un ton- quart de seconde pour mettre une double touche, ça s'appelle. Mhm. Et puis en fait, il y a un tour de poule en début de la compétition de 7 personnes. Donc après, il faut un tableau d'élimination directe. Et puis après, on va jusqu'au bout, quoi. Ok, puis après, c'est des 128e, 64e Exactement, qui ouais. s'installent Ouais, ouais, et ouais. vous allez jusqu'au bout. On vous voit là, toujours attaché, etc. Explique-nous un peu comment ça fonctionne tout ça au niveau du matériel. Ouais, alors on est sur une piste de 2 mètres sur 14 mètres. Mhm. Il faut pas sortir de cette piste parce que sinon, si on sort derrière, on perd un point. Si on sort de côté, on doit reculer d'1 mètre. On est attaché avec un câble, mais qui a pas de tension, donc Mhm. on ne le sent pas. C'est juste pour avoir le contact au niveau de la pointe. On doit appuyer 750 grammes sur la pointe pour faire un point, du coup. Et puis, ouais, je crois que c'est un peu tout, quoi. Ouais. Le masque, particulier dans votre discipline? Le masque, ouais, bah, pour quelqu'un qui a jamais essayé l'escrime, c'est quelque chose qui est un peu bizarre d'avoir Ouais. ça sur la tête. Mais nous, on voit très bien sous le masque. C'est un petit peu lourd pour les premières fois qu'on se met à l'escrime. Mais nous, c'est vraiment, on se sent très naturel, Naturel. dans tous l'habit, quoi, aussi. Ok. Ouais. C'est un sport d'impact, c'est douloureux? Ouais, ça pique un peu des fois, ouais, C'est quand vrai même. Ouais, ouais. Il y a des bleus en fin de tournoi ou en Ouais, fin de ouais, journée? ouais, il y a des bleus, ouais. Ok, ouais, donc Ouais. il y a quand même un impact qui Oui, est quand même là, quoi. j'en ai quelques-uns en dessous, j'ai vu aujourd'hui, donc Ok, je sors d'une semaine de stage, donc c'est Ouais. pour ça que... très bien. On a parlé avant d'un sport aussi avec on va dire une importance du mental, notamment tu as parlé du dominé, du dominant. Comment toi tu l'intègres finalement, la préparation mentale ou le mental, peut-être dans ta préparation, dans tes routines ou autres, comment tu travailles? Bon, moi, j'aime bien fonctionner avec des routines. Ça, Mhm. c'est déjà un truc j'ai l'impression qu'il me rassure. Et puis, un peu de visualisation aussi, un peu avant Oui. les compétitions. Et puis après, essayer d'avoir un langage corporel vraiment... c'est pas vraiment de la préparation mentale, mais même des fois, il faut aller contre un peu sa tête qui croit pas beaucoup, mais... Enfin, ou d'un coup, qui a des doutes. Ouais. Puis essayer de montrer aucune émotion, montrer qu'on y croit.
et puis que tout va bien, quoi. Ouais. Ouais. Tu as des exemples, bon, on travaille ensemble par rapport à ces éléments-là de préparation mentale. Est-ce que tu as des exemples que tu as mis en place typiquement, notamment dans cette posture, dans cette attitude qui pourrait t'aider, qui pourrait t'accompagner, ou que tu peux partager, à moins que tu veux garder ça secret, mais peut-être des petites choses comme ça que tu as mis en place? Après, avec les années, j'avais peut-être des mauvaises routines qui n'étaient peut-être pas totalement justes dans la façon de penser. Un truc qui a beaucoup changé, c'est l'échauffement pour moi. Ouais. Donc la routine d'échauffement, la qualité de mon escrime, elle impactait beaucoup mon entrée de compétition, en fait. Ok. Et en fait, on a travaillé ensemble, hein, que l'échauffement, en fait, je m'en fous que je sois bon, que je sois mauvais. Voilà. L'échauffement, c'est fait pour s'échauffer. Merci. Et ça m'a vraiment beaucoup aidé. Puis j'ai même vu d'autres personnes, j'ai un peu conseillé aussi d'autres athlètes, des plus jeunes, par exemple, des Suisses, hein, bien sûr, pas les autres nations, qui s'échauffaient et disaient j'ai pas les sensations aujourd'hui. Je dis non, l'échauffement c'est l'échauffement, après tu arrives sur la piste, c'est la guerre, tu vas devoir te combattre et puis c'est autre chose. Et puis ça c'est quelque chose que j'ai mis en place qui m'a beaucoup aidé. Ouais. Donc c'est vrai, moi j'ai tendance toujours à le rappeler un peu aux athlètes, hein. Finalement l'échauffement il est pas là pour définir comment va se passer ton tournoi, comment va se passer ta compétition. Il est là finalement pour t'échauffer. Et il va pas définir parce qu'en fait c'est beaucoup trop dangereux. On s'en remet à une sensation d'échauffement alors que 24 heures avant on était le même escrimeur finalement. Donc merci pour le conseil précieux. Si on avance un petit peu dans un combat, donc ta routine d'échauffement est calée, tu rentres dans ton tournoi, dans ton combat. Tu l'as dit avant, des fois il y a des doutes qui s'installent. Comment tu peux gérer ça ou comment tu le fais toi pour essayer de passer par-dessus et faire en sorte que ta tête elle se réaligne? Des fois, je peux casser le match. C'est des choses qui arrivent. J'ai un peu des techniques. Soit je fais le lacet, soit... c'est autorisé, donc. C'est autorisé, oui. Après, il ne faut pas le faire trop souvent. J'ai un peu des choses qui peuvent me permettre de sortir du match, me reconcentrer sur moi, et puis repartir dans une nouvelle dynamique avec des fois un nouveau plan de jeu, avec d'autres solutions. Essayer de couper le plus vite possible à un moment où on va un peu dans le rouge, quoi, où ça va pas très bien, quoi. Tu le sens quand ça vient et que tu rentres un petit peu dans ces difficultés, tu sens qu'il y a ce doute qui commence à s'instaurer, à s'instiguer tranquillement en toi et tu le sens, ou bien c'est vraiment à un moment donné où il y a comme un mur qui arrive en face de toi, tu dis là, faut que je réagisse? Avec les années, je commence à le sentir un peu plus rapidement, donc ça c'est cool. Je pense aussi l'expérience. Donc j'essaye de le couper le plus vite possible, quoi, parce que plus après on va dans une mauvaise dynamique, plus on prend des touches et puis plus c'est dur de revenir derrière, quoi. Ouais. Tu l'as dit, hein, il y a un moment donné de la domination qui peut changer de côté. Il y a une espèce de momentum en fait qui peut s'installer. Ouais. C'est pas facile à gérer finalement quand ça tourne ou quand le momentum il est en train de changer et puis tu vois que de dominant tu passes à dominer. C'est là où il faut pas perdre les pédales. Comme tu l'as dit, il y a des techniques que tu peux utiliser, tu peux casser le jeu, tu peux faire un petit reset par rapport à toi, à ce que tu dois mettre en place. Tu as des fois une rage interne qui s'installe ou vraiment une colère comme ça qui peut arriver ou qui peut se mettre parce que je sais pas, tu sens que l'adversaire il prend vraiment le dessus ou il s'installe ou il est peut-être pas respectueux, j'en sais rien, des choses comme ça. Est-ce que ça arrive? Alors, déjà, quand l'adversaire il est pas respectueux, moi, ça me motive encore plus. Donc ça, ça non. Mais ça peut arriver, ça arrive des fois que je me perde, puis que j'arrive plus un peu à sortir d'un certain mood un peu très, très négatif. Ouais. Ok, ouais. Et là, c'est pas facile parce que le combat est des fois encore long et puis en fait, il n'y a rien qui est joué, quoi. Mais sauf que tu vois plus clair. Exactement. À ce moment-là. Ouais. Ok. C'est hyper intéressant en tout cas comme explication. Si je continue un petit peu dans le déroulement finalement d'un combat, il y a la fin qui s'approche. Des fois, c'est assez serré. Hein. Ça se joue à pas grand-chose. Il y a aussi une question de temps qui peut s'installer chez vous. Comment tu gères la fin d'un combat? La fin. Ça dépend. Ça dépend. Mais des fois bien, des fois pas bien. Ouais. Mais non, la fin d'un combat, c'est pas évident parce que il y en a soit un qui doit conserver un score, soit l'autre doit un peu courir après le score. Donc il faut vraiment bien gérer. Il faut pas être concentré. Moi, j'essaye maintenant depuis un certain temps de pas penser au temps. En fait, de me dire c'est 0-0, une touche après l'autre. Peu importe en fait s'il me rentre dedans, en gros il doit courir après le score. Moi c'est une touche et puis après une touche et après une touche. Ça c'est facile en théorie, mais en pratique des fois on se fait prendre par les émotions, par l'enjeu et ça c'est pas évident. On voit les escrimeurs souvent vous célébrer les touches. Je pense surtout quand il y a un peu de tension ou quand ça devient important à un moment donné dans le tournoi. Toi tu le fais aussi. À quoi ça sert finalement
ça sert aussi à montrer à l'adversaire qu'on est là, qu'on revient ou qu'on est devant. Enfin, il y a un petit peu cette façon de faire qui est très particulière. Hein, dans l'expression, on n'a pas dans tous les sports où on s'exprime d'une telle manière. Ouais, en fait, déjà, de prendre une touche, de mettre une touche, ça fait mal à l'adversaire, mais si en plus on met un peu de manière en montrant qu'on a encore plus confiance avec un langage corporel, même un peu arrogant, c'est la bonne arrogance, hein. Oui. Et ben, je pense que ça peut plomber encore un peu plus le mental de l'autre, et puis du coup, l'adversaire va plus être tiré vers le bas que vers le haut, quoi. Ouais. Il y en a qui le font de manière un peu exagérée, un peu fake comme ça, où tu le sens, où tu le sais. Énormément, ouais. Okay. Énormément. Il y en a, on va dire, quelques-uns qui le font d'une manière pas, voilà. Exagérée. Un peu exagérée, ouais. Et puis ça, on les aime pas trop. Ouais. Et du moment où tu l'as identifié, finalement, ça te touche plus, quoi. Non, normalement, ça te touche plus, ouais. Ok, ouais. Après, c'est juste s'il y a tout d'un coup une touche un peu limite ou autre que ça peut changer. Ok, on avance encore dans le déroulé du combat, il faut conclure. Comment ça marche, cette dernière touche ou cette conclusion sur un combat? Il y a une réflexion qui se fait, il y a un schéma tactique qui s'installe. Tu n'as pas besoin de délivrer tous les secrets, hein, tu dois garder les choses pour toi. Mais... Ça dépend le score. Si c'est une fin de combat à 14-14, donc il manque qu'une touche à mettre, là c'est pas évident parce qu'il faut vraiment avoir. Moi je préfère avoir un plan pour au moins, je me dis, là j'ai fait ça, j'ai essayé dans cette direction. Une décision, quoi. Une décision, pas que j'ai eu des regrets en me disant mais j'ai un peu attendu, je voulais le pousser à l'erreur, et puis en fait je me fais surprendre. Donc là, j'essaie vraiment un peu d'imposer mon jeu à moi. Après, si c'est un score où d'un coup j'ai de l'avance, j'essaye de faire des choses un peu plus où je suis sûr de mettre la touche, quoi. Okay. Un peu plus rassurante, on va dire, de mon style à moi. Et après, si je dois revenir au score, ça faut y croire, quoi. Ouais. Parce que même à 14-10, j'ai déjà gagné des matchs où j'étais mené 14-10. Et l'inverse aussi, j'ai déjà perdu des matchs où je menais 14-9, même une fois, quoi. Ouais. Tu t'en souviens? Oui, celui-ci, je m'en souviens. Ouais. Souviens, C'était même pas dans une grande compétition importante, mais tu t'en souviens quand même. Ok, il t'a marqué un petit peu parce qu'il y avait cette remontée-là. Ouais. Là, t'avais pas clairvoyance, tu voyais pas un petit peu ce qui se passait? passait? Non, là, pas. Ça s'est passé très vite. Ouais. Il restait peu de temps et je me suis fait un peu... Tout s'est passé trop vite. Ouais. Okay, j'ai pas réussi à casser le match à un moment donné où j'aurais dû. Et puis, je me suis fait avoir. Ok. Partons du principe que tu gagnes le match, donc tu passes au tour suivant. Comment tu gères l'entre-deux matchs? En escrime, c'est pas évident parce qu'il y a pas mal de pauses entre tous les relais. Ça peut être à peu près pour qu'on ait... Allez, ça peut être entre 1h et 2h30 des fois. Okay. Puis même si tu passes de demi-finale à finale, ça peut être des fois 3h ou 3h30. Donc ça, c'est vraiment presque une autre compétition qui recommence, quoi. Donc ça, c'est vraiment... ça dépend un peu le temps. Si c'est 1h, j'essaye de vite un peu refaire mes épées, recontrôler un peu un petit check. Me poser un moment, respirer un bon coup, sortir. J'aime bien sortir dehors, juste prendre l'air. Et puis après, c'est reparti, un petit échauffement. Puis donc après, tu coupes, on va dire aussi mentalement, ça veut dire que tu sors de ton tunnel de concentration. Tu es vraiment... Tu passes un petit peu à autre chose en fonction du temps que tu as pour vraiment couper tout ça. Puis après, tu reviens et tu te remets un petit peu dans ta bulle, quoi. Exactement, ouais. C'est un peu ça un petit peu ça le principe. Puis, selon si d'un coup c'est 3h, là, je coupe un peu plus. Et puis... il faut manger aussi différemment. Donc, il y a pas mal de petits facteurs qui rentrent en jeu. Ouais. Il y a tournois, on va dire, individuels et il y a les tournois en équipe. Vous sortez avec l'équipe suisse d'une grosse performance. Récemment, vous avez gagné le tournoi à Vancouver, c'est ça? Exactement. Ouais. Félicitations. Merci. En équipe, qu'est-ce qui change finalement? En équipe, déjà, on n'est pas tout seul. On est 4 dans l'équipe. Il y en a 3 qui tirent, il y a un remplaçant. Et puis l'équipe, c'est on tire pas pour soi, on tire pour l'équipe suisse. Donc pour certains, ça peut être difficile d'avoir la responsabilité de tirer pour quelqu'un d'autre, une certaine pression. Pour d'autres, justement, ça enlève d'autres facteurs un peu externes parce que des fois, on a tous des pensées un peu d'un coup négatives. Et puis là, on sait qu'on est pour une équipe. Donc moi, ça m'aide, par exemple. Ouais. Et puis, c'est ça un peu la différence, ouais. Et puis après, il y a aussi le fonctionnement du match, il est différent. Il y a 9 relais. Il y a une histoire qui est vraiment différente par rapport à l'individuel où c'est juste un match en 15 touches. Là, il y a 9 relais avec vraiment une histoire qui bouge beaucoup plus qu'en individuel. Ok. Et il y a des rôles qui sont définis dans l'équipe par rapport à des responsabilités ou, je ne sais pas, dans les équipes collectives, il y a toujours une espèce un capitaine ou une figure emblématique en quelque sorte qui va donner un petit peu la direction. Alors, chaque rôle est
important. Il y a souvent, il y a un finisseur. Ouais. Donc ça, c'est celui un peu qui doit conclure. Hein. Donc il faut assumer le dernier lait. Après, il y a un autre rôle, c'est celui qui fait 3 matchs un peu avec seulement une pause entre. Mhm. Donc là, il faut aussi Aussi assumer physiquement. Bien sûr. Et puis c'est aussi là qu'il doit, tout d'un coup, il doit pas prendre 2 fois l'eau ou comme ça. Il doit vraiment tenir. Oui. Donc c'est pas forcément facile. Puis après, il y a l'avant-dernier où il faut quand même, Ouais. capitaliser s'il y a à capitaliser ou essayer de remonter s'il faut essayer de remonter. Donc ça dépend vraiment un peu les personnalités des gens. Oui. Il y en a qui sont super forts et puis qui aiment pas du tout finir, qui aiment pas prendre cette responsabilité là. Et puis à l'inverse, il y en a, ils adorent finir, quoi. Ouais. Et ça se discute, ça s'entraîne, ça se sait, c'est des éléments il y a pas beaucoup d'inconnus là-dedans. Non, il n'y a pas beaucoup d'inconnus. C'est vraiment l'entraîneur, par contre, qui prend les décisions. Okay, ouais. Après, on sait, des fois, nous, dans notre équipe, il y en a un qui n'aime pas forcément finir. Il le dit à l'entraîneur, il le dit à nous. Nous, on l'entend. Et puis après, il y a d'autres personnes qui peuvent prendre la place. Et puis lui, sa place, par contre, il la prend il la fait super bien. C'est top. Mais il veut pas cette place-là. Ouais, pourtant, c'est clair. Et puis, vous arrivez à vous organiser en conséquence, quoi. Ouais. Tu as parlé de l'entraîneur, c'est intéressant parce que l'entraîneur, il a quand même un rôle, il peut jouer un certain rôle, en fait, dans votre, comme dans d'autres sports. Hein, mais je veux dire, il est quand même présent, que ce soit en individuel ou en équipe, il est quand même présent. Il y a quand même du coaching en direct. Ouais. Si je prends le tennis, bon, ça c'est en train de changer, hein, mais si je prends le tennis, il n'y a pas un coaching aussi rapide, aussi direct et que vous pouvez l'avoir vous de votre côté, quoi. Mm-hmm. Donc il a quand même ce rôle-là. Oui, il a vraiment. On est par équipe, par exemple, on est 3 à regarder le match qui est en train d'être joué. Donc on a même le coach plus les trois athlètes parce qu'ils connaissent l'escrime. Donc des fois même un retour d'un athlète, c'est super intéressant. Ouais. Et puis en plus moi, par exemple, je connais un de l'équipe. Ça fait 10 ans qu'on est ensemble, donc on se connaît vraiment bien. On connaît chacun son style de jeu. Et puis c'est top d'avoir un retour direct en disant mais ça c'est bien, ça essaye d'être plus aérien, plus léger, tac. Puis non, mais l'entraîneur, des fois ça peut être très positif aussi d'avoir un entraîneur, mais des fois ça peut être aussi très négatif. Ok, ouais. Bah tu me tends la perche, côté négatif pas forcément, mais en tout cas parler d'échecs un petit peu. Tu as eu aussi une carrière qui a été jalonnée parfois par des blessures. Comment toi tu as géré en fait un peu toutes ces périodes-là, que ce soit tant la blessure, on va dire d'un côté, que peut-être l'échec de l'autre ou je sais pas, la perte d'un titre ou la perte d'un match en particulier qui aurait pu te marquer. Puis après, peut-être parler des blessures. Plutôt échec. Hein. Ouais, peut-être si on part sur l'échec. Ouais, j'ai un échec. Je pense que mon plus gros échec, on va dire, c'était la non-qualification aux Jeux Olympiques de Paris. Mm-hmm. On s'est qualifié par équipe en 2021, du coup, pour les Jeux de Tokyo. Tout s'était bien passé. Du coup, comme c'était seulement 3 ans de préparation, vu que ça a été repoussé d'une année, l'équipe a pas mal changé. Il y a eu 2 qui se sont retirés. Donc, on s'est retrouvé avec 2 qui étaient dans l'équipe de Tokyo pour un peu repréparer un nouveau cycle olympique de 3 ans seulement. Ça s'est passé vachement rapidement. C'était pas évident. On avait une équipe qui était un petit peu plus fébrile que dans le passé, je trouve. Ouais. Et puis, c'était l'année... En fait, en escrime, on doit se qualifier par équipe. Ouais. Moi, personnellement, je veux me qualifier par équipe. Ouais. C'est dur de se qualifier par équipe, mais après, tu as une possibilité de médaille en individuel et en équipe. Voilà. Puis moi, je cherche tout le temps ça, pour l'instant. Et puis, malheureusement, l'année de 2023-2024, donc la qualification pour les Jeux, c'est là, pour moi, que j'ai mon meilleur niveau, je pense, jusqu'à maintenant. L'escrime parlant, c'était incroyable, physiquement aussi. Je gagne une Coupe du Monde l'année-là en individuel, donc j'ai vraiment... tu as le niveau, tu vois que tu vois j'ai le niveau, tout est prêt, que tu es aligné, que tu es bien. Ouais. Et puis malheureusement par équipe ça se passe pas comme on aurait voulu. Après on n'est pas tout seul dans l'équipe. Oui, bien sûr. Voilà. Et puis non qualification aux Jeux Olympiques de Paris, ça pique un peu quand même. Oui, on sent encore que c'est encore un petit peu douloureux. Comment ça se gère finalement? Comment tu as géré ça? Alors déjà, j'ai pas regardé les Jeux Olympiques. Ok, ouais. Je me suis un peu dit... Trop difficile. Trop dur à regarder les Jeux. Ouais, je peux comprendre. Pas de cérémonie d'ouverture, pas d'autres sports jusqu'à qu'escrime soit passé. Ok, l'escrime, ça venait assez rapidement dans les Jeux. Ouais, je pense à moitié, environ la moitié. Okay, ouais. Donc jusqu'à là, je me suis dit,
je ne regarde pas les jeux, j'ai pas envie, donc je me suis occupé différemment. Okay, ouais. On m'a proposé aussi, parce qu'un Suisse a reçu un peu une carte qualificative, un peu, parce que les Français n'avaient pas utilisé leur quota gratuit. Donc il y avait un peu. une wild Voilà. card en quelque sorte. Et moi, l'année-là, justement, je m'étais blessé en milieu de saison olympique. Ouais. Donc, mais je dirais quand même, j'avais quand même un super bon niveau, mais j'ai pas fait plein de certaines coupes du monde individuelles. Du coup, lui, il avait plus de points que moi. Ouais. Après, même si je les avais faites, je sais pas si j'allais être pris de toute façon mieux que lui. Ça, on sait pas, ouais. Mais du coup, je me suis perdu. Mais du coup, oui, lui était aux Jeux Olympiques, s'est qualifié un peu avec cette carte. Ouais. Et là, il m'a proposé de venir avec lui aux Jeux Olympiques, d'être un peu son sparring partner. Okay, ouais. Et ça faisait pas sens pour moi. Tu n'y arrivais pas. Non, j'arrivais pas. C'était trop difficile. Ouais. Je pense que ça allait me faire plus de mal qu'autre chose. Et puis, par contre, j'ai dit à la fédération qu'un jeune, ça c'est peut-être mieux d'envoyer un jeune, quoi. Et puis le jeune, ça lui a plu. Il a eu une expérience olympique. Et puis ça tu aurais pu, toi, vivre cette expérience olympique, mais tu as estimé que finalement, tu n'étais pas la bonne personne dans les conditions dans lesquelles cette non-qualification a été vécue. Et franchement, c'est aussi tout à ton honneur d'avoir eu ce courage de dire à ton partenaire que tu n'étais pas la bonne personne et puis aussi de te couper finalement d'une expérience qui aurait pu être prise, hein, même si ce n'était pas de participer au jeu directement. Tu aurais pu être sur site et l'accompagner. Donc pour ça, respect. Et puis comment on remonte d'un échec alors comme celui-ci? Donc on ne regarde pas les jeux, ça c'est une chose, mais ça passe assez vite, c'est quelques jours finalement. Oui, c'est quelques jours. Après, il faut prendre du temps pour soi. Je pense que ça c'est important. J'ai pris pas mal de temps pour moi, j'ai fait du sport comme je voulais, j'ai vraiment un peu coupé. Et puis après, malheureusement, j'avais une douleur justement que j'avais pas réglé pendant la qualification des jeux physiquement, donc ça m'a mis un peu à l'arrêt. Ça m'a fait aussi penser à autre chose, mais je me suis quand même posé la question, est-ce que maintenant on continue ou est-ce qu'on s'arrête? Le choix de l'entraîneur national aussi pour moi il était important. Qui changeait à ce moment-là. Exactement, qui changeait à ce moment-là. On m'a fait comprendre que je pouvais un peu aller chercher l'entraîneur que je souhaitais. Si financièrement, ça, c'est pas mon problème, mais c'est la fédération. C'est la fédération qui gérait. Donc, j'ai un peu été chercher un entraîneur avec qui je me voyais continuer à faire un cycle olympique. Et puis, voilà, après, je me suis dit, allez, je me lance. Puis, en fait, je me suis lancé, mais en fait, ma douleur n'était pas encore partie. La saison passée, j'ai dû régler clairement déjà cette partie blessure. Justement, tu fais la transition, on avait dit ces deux sujets, l'échec, on en a parlé d'un, et la blessure. Comment on gère la blessure quand on est un athlète d'élite et puis qu'on a envie de faire des compétitions? Ouais, c'est pas évident. J'ai jamais eu des grosses blessures. On va dire que la dernière, justement, c'était un peu la plus grosse, celle qui m'a le plus handicapé. Des petites blessures, j'en ai eu. Comme j'ai dit, j'ai un jeu assez physique, donc ça, c'était des histoires de peut-être quelques semaines, maximum 1 ou 2 mois. Donc, c'est des choses que je pouvais gérer assez facilement. Mais la dernière, elle m'a quand même pas mal pris la tête, J'ai dû un peu faire le tour de la Suisse pour savoir comment je devais opérer ça et tout. 4 spécialistes différents qui avaient 4 théories différentes. Donc, c'est pas simple à gérer. Non, c'était pas... Mentalement, c'est compliqué parce qu'une fois que tu poses un diagnostic, il est clair et qu'on sait ce qu'on doit faire derrière pour traiter la blessure, la douleur, c'est plus facile. Même si c'est pas facile pour un athlète de toujours être à l'arrêt puis de devoir récupérer. Mais en plus, sans savoir finalement exactement et sans poser des mots précis sur ce que tu pouvais ressentir, alors j'imagine que là c'était complexe. Ça aide pas, Qu'est-ce que tu as fait? Du coup j'ai un peu coupé un peu tout ce qui était j'ai essayé toutes les alternatives possibles. Je pense que tout ce que j'ai pu faire à ma blessure, enfin à mon problème physique, je pense que ça a un petit peu aidé. Et à un moment donné j'ai un peu coupé toutes ces histoires d'aller voir des médecins. J'ai pris du temps pour moi. Et puis, elle s'est un peu retirée, la blessure. Donc, elle est toujours là ou tu sens toujours que... Je vis avec, Tu vis avec. Ok, mais tu es passé par-dessus le fait que finalement, ce n'était pas forcément un besoin de traitement, de l'effacer complètement, mais plutôt de se dire, ok, potentiellement, elle peut faire partie de moi, elle peut m'accompagner et je peux faire avec. La preuve, vous allez gagner aussi par équipe une Coupe du Monde, donc ça veut dire que physiquement, ça fonctionne. Oui, après, comme le diagnostic n'était pas posé par 4, ou même il n'y en avait pas un qui se ressemblait, je me suis dit, allez, je vais passer sur le billard, même pas être sûr que ça passe. J'allais louper toute la partie de la saison. Je me suis dit, allez, je prends du temps pour moi, on essaye de recommencer un peu les Coupes du Monde. Et puis voilà, j'ai mon niveau de douleur que tu gères. Que je gère, qui est tenable.
Et puis, je sais que je dois vivre avec, quoi. Ouais. Et dans ta tête, tu es libre quand tu combats, notamment avec cette douleur, est-ce que tu es libre? Aujourd'hui, je suis libre. Ok. Ouais. Mais Ça, c'est plus important, quoi. ça, c'est top. Ouais. Après, je sais que ça fait un peu mal des fois. Mais... Ouais. Mais tu sais que tu peux délivrer le 100% de tes capacités, Oui. de ton jeu Ouais. qui s'appuie sur un jeu solide et physique. Exactement. Ouais. Ouais. Excellent. Donc on voit qu'il y a quand même une série d'éléments, d'événements que tu as parcouru, dont tu nous as partagé un petit peu la façon de gérer. Donc c'est très bien. D'autres blessures qui t'ont marqué ou des moments où tu as dû revenir? Tu l'as dit, c'était plutôt des petits bobos qui t'ont... Non, de blessures, pas forcément. Mais ouais, j'ai eu des moments dans ma vie privée qui ont impacté un petit peu mon... C'est pas une blessure. Mais... ça s'apparente finalement. Oui, ça s'apparente aussi à une blessure. Ouais. Ça a certainement péjoré. Ça a un petit peu impacté ton jeu. Pas forcément mon jeu, mais un peu ma dynamique, tout ce qui est... Ça m'a impacté moi. Ouais. Et j'étais plus à 100% à pouvoir être compétitif, à faire du haut niveau à une période de ma vie. C'était pas évident, mais c'est quelque chose que j'ai dû gérer et qui était pas facile. Là, c'est un message qui est hyper précieux. Je veux dire, l'importance de l'entourage autour d'un athlète. Ça peut être dans la relation de couple, dans la relation avec les entraîneurs, dans la relation avec le staff médical, technique, prépa mentale, prépa physique. Enfin, je veux dire, cet entourage-là, il fait partie finalement du bien-être de l'athlète. Et si l'athlète, il n'est pas bien, c'est difficile à performer. On a des fois l'impression d'inverser un petit peu les choses où la performance va amener le bien-être, mais je pense que c'est toujours important de remettre en priorité le bien-être de l'athlète qui va passer par notamment l'entourage, hormis les compétences techniques, tactiques ou autres, mais par l'entourage. Et cet entourage-là, il est précieux pour que tu sois bien dans tes baskets et que tu puisses performer. Donc, c'est aussi un message important qu'il faut entendre et que tu fais passer là, merci. C'est l'importance de l'entourage. Il ne faut pas hésiter. Du moment où l'entourage il est plus convaincant, il est plus adapté, et il peut changer dans le temps. Je veux dire, on peut avoir besoin d'une certaines personnes autour de soi à un moment donné, et puis d'autres à un moment donné dans sa carrière. C'est important de le mentionner, et tu fais bien de le dire. Donc, du moment où tu te réalignes, que ce soit physiquement, si on parlait de blessure, ou bien par rapport à cet entourage-là, tu vois que ça progresse, ça va mieux, et tu es plus à même de délivrer ton jeu, quoi. Exactement, ouais. Puis on contrôle pas tout, donc c'est bien de savoir ça aussi, de se rappeler qu'il y a des choses qu'on contrôle pas. Ouais. Tu as parlé de cycle olympique avant, on est dedans. On est de retour, en fait, dans un cycle olympique. Ouais. Donc, blessure, on va dire, acceptable et acceptée. Oui. Entourage propre, nouvel entraîneur national, confirmation sur l'équipe nationale du fait qu'elle fonctionne. En tout cas, à ce stade, là, on est quelques jours avant Noël 2025 et puis on voit que l'équipe fonctionne. Ça donne des ambitions, tout ça. Ouais, ça motive, ça montre qu'on est dans la bonne direction, qu'il y a quelque chose à faire. Et puis que non, c'est motivant. Ouais. Le chemin, il est encore assez long, mais je veux dire, il y a quand même des éléments, des événements comme ça qui marquent ou qui confirment que ce qui est en train d'être mis en place, c'est sur la bonne voie. Ouais. Parce que toi, ton objectif et ton rêve, c'est d'aller à Los Angeles. Oui, mon dernier but que je souhaiterais, c'est pas que d'aller à Los Angeles, ce serait d'aller chercher une médaille à Los Angeles. Ouais. Ok, donc il y a des grosses. Mais l'étape, c'est en premier de se qualifier. Ouais. Oui, bien sûr. Après, ça va passer par tous ces éléments-là, mais voilà, il y a en ligne de mire Los Angeles qui s'est installé dans ta tête. Est-ce que ça, c'est aussi des discours que vous avez en équipe ou c'est trop tôt encore aujourd'hui? Non, c'est clairement des discours qu'on a déjà. Ouais. On a des plans un peu. On se dit, on va être maintenant classé par équipe vraiment dans le top 5-6 mondial pour vraiment avoir des premiers tours pas trop difficiles parce que le niveau par équipe il est vachement dense, quoi. Ouais. C'est vraiment, il n'y a plus de match facile en fait. Très bien. Mais du coup, si on reste sur les têtes de série du tableau, on a quand même des matchs. Un petit peu. Voilà, on s'économise, on n'a pas de surprise. Moins de surprises possibles et puis comme ça on reste devant puis après attaquer une qualif pour les jeux tout devant, ça nous facilitera pour les premiers matchs, quoi. Ouais. On a parlé un petit peu de la préparation mentale, on a abordé ça rapidement, on a parlé un petit peu aussi de cet entourage-là qui est important. Quelle est la place du travail en préparation physique aussi dans un sport comme l'escrime? Est-ce qu'il y a une équivalence avec le nombre d'heures où tu pratiques l'escrime? Comment tu vois ça, toi? Je pense que c'est très important déjà pour les blessures, la préparation physique. Après, ça dépend aussi du style de jeu de la personne. Bien sûr, oui. On voit des jeux qui sont un peu, pas du tout axés sur le physique, d'autres beaucoup plus sur le physique.
Et moi, personnellement, j'ai un jeu axé très sur le physique, donc moi, j'ai besoin de me sentir bien physiquement pour vraiment performer. Donc il y a une importance de ta préparation, de ta préparation physique. C'est une préparation physique qui est très particulière finalement pour un escrimeur. Bon, enfin, on dira à un moment donné dans le sport d'élite. Chaque discipline a des contraintes et des caractéristiques très particulières en préparation physique. En escrime, il y a des éléments que vous travaillez que toi, tu imagines que ça se fait pas dans d'autres disciplines. Tu dis, tiens, ça, c'est vraiment nous, les escrimeurs, et on a un très gros travail sur ça. Bon, nous, on a vraiment besoin d'une vitesse de pied, de coordination, bras-jambes, donc un peu dissocier le haut du corps et le bas du corps, du coup. Ça, je pense qu'il n'y a pas dans tous les sports où ils font ça. C'est très explosif, mais en même temps endurant, parce qu'il faut tenir depuis du matin jusqu'à 19h, même des fois 20h, avec toutes les pauses. Donc, faut être sur une continuité d'une journée comme ça, c'est pas évident. Donc non, il y a pas mal de... C'est très complet comme sport quand même. Mais moi, je dirais très explosif, vitesse de pied, c'est le plus important. Aujourd'hui, voilà, on est à, comme je l'ai dit avant, on est à peu près 3 ans des Jeux. Qu'est-ce qui te manque ou qu'est-ce que tu dois aller encore chercher? Qu'est-ce qui me manque? Si tant est qu'il te manque quelque chose. Je dirais que techniquement, je suis là. J'ai pas grand-chose à aller chercher en plus. Après, il faut toujours peaufiner. Mais techniquement, je suis... En tout cas, tu as les armes nécessaires. Je sais plus ou moins tout faire. Tu as la palette nécessaire. Ouais, j'ai la palette pour faire ce que je dois faire. Je dirais que peut-être tactiquement, de ces dernières semaines, c'est quelque chose que j'ai un peu pensé. Tactiquement, il faut que j'évolue un petit peu. Donc ça, c'est quelque chose que je vais travailler ces prochaines semaines. Quand tu dis tactiquement, c'est sur l'approche dans un match, pendant un combat, ou tu dis plutôt tactiquement sur l'aspect planif, ou je sais pas, tu vois, plus large. C'est vraiment... Non, vraiment combat. Combat, ouais. Et là, tu l'as senti que tu avais besoin un petit peu d'évoluer par rapport à cet aspect. Exactement, et que ça peut t'aider et ça peut te sortir de situations qui pourraient être mal engagées. J'ai senti que quand un jour tout va bien, je suis bon, mais quand il y a tout d'un coup une situation de match qui se passe pas comme je veux, il faut que peut-être j'arrive avec plus de plans un peu plus clairs, et puis ça, c'est quelque chose qu'on doit travailler ces prochaines semaines, quoi. Ok, très bien, c'est identifié, et puis il y a un axe de travail qui va s'organiser. Tu as dit que tu rentrais de stage. Comment s'est passé ce dernier stage? Pour moi, très bien. C'était cool. On s'est entraîné une semaine dans un endroit vers Cham, je crois, ça se dit. J'ai peut-être pas l'accent juste, en Suisse allemande. C'est un magnifique centre que quelqu'un a investi dans un centre un peu privé. On peut le mentionner. C'est le centre Oim. Exactement. Et quelqu'un a investi un joli centre. Donc on mange bien, les infrastructures sont bonnes. C'est top pour vraiment s'entraîner. Donc non, c'est bien passé. Des bonnes sensations, pas trop de fatigue en fin de semaine, pas trop de douleur non plus. Très bien. Donc je suis content. Tu es content du travail qui a été effectué. Comme je l'ai dit, on est à l'orée de l'année 2026. Qu'est-ce qu'on te souhaite pour 2026? Qu'est-ce qu'on me souhaite pour 2026? Déjà une santé qui va toujours bien, parce que ça, on n'est jamais à l'abri. Et allez, un petit podium en Coupe du Monde, en individuel cette année, ça se ferait toujours plaisir. On prend rendez-vous alors, on prend rendez-vous avec toi. Merci Luca, on a comme tradition dans Mental de Champion de finir l'épisode en laissant la parole à l'invité. Tu as une indication, c'est que tu dois dire merci. Donc tu fais comme tu veux, tu dis merci à qui tu veux, tu peux prendre ce temps parce que je pense qu'on ne dit pas assez souvent merci aux gens qui nous entourent, qui nous ont accompagnés, des parents, etc., qui ont fait des sacrifices, des entraîneurs historiques ou autres. Donc tu as le temps pour dire merci à qui tu veux, sous la forme que tu veux. Moi je te laisse le mot de la fin et la parole. Je remercie tout le monde pour l'écoute et puis je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Mental de Champion. À toi le mot de la fin. Je ne m'y attendais pas à celle-ci. Je dirais merci à toutes les personnes qui font que je suis là aujourd'hui en tant qu'athlète. Il y a tellement de gens à qui je devrais dire merci, mais j'aimerais pas en dire une en particulière, mais quand même ma maman, je dirais, qui suit pas beaucoup l'escrime, qui comprend pas grand-chose à l'escrime, qui m'a vraiment toujours soutenu dans mon sport. Elle m'a toujours elle est toujours là, mais sans être là en fait. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup apprécié tout au long de ma carrière. Vraiment, elle m'a jamais poussé. Elle m'a toujours dit qu'elle était là pour moi, puis qu'elle me soutenait si j'avais besoin d'arrêter ou arrêter un jour mon sport. C'était à toi de décider. Donc ça c'est quand même sympa d'avoir une maman qui est là vraiment de cette manière-là.
Parfait. Merci. À bientôt et on te souhaite tout bon pour la suite et une bonne année Merci. 2026. Merci. Merci beaucoup.